contexte, la population a difficilement accès aux soins en raison de barrières financières. Les soins sont coûteux et la population a très peu de moyens en raison de la vétusté des infrastructures, de l'indisponibilité des médicaments, du manque de qualification du personnel, mais aussi il existe des barrières culturelles à l'accès aux soins qui touchent particulièrement les femmes. Le dernier indice d'inégalité de genre, par exemple, le GI, place la RDC au 176e rang sur 188 pays. Les femmes sont donc victimes de violences inouïes, notamment dans le cadre de conflits lorsque le viol est alors utilisé comme arme de guerre, mais cette violence a aussi tendance à s'étendre au-delà du cadre des conflits et à se banaliser. À Goma, je travaille au sein d'un projet de développement en santé qui s'appelle le PADIS, donc le projet d'appui au développement intégré du système de santé du Nord Kivu, qui est mis en œuvre par l'ONG ULB Coopération, financée par l'Union européenne et la coopération belge au développement. Et donc l'idée originale de cette étude est partie d'une nécessité qui était celle de mieux comprendre le contexte afin de mettre en place des actions pertinentes, des actions contextualisées, adaptées, pour améliorer l'accès aux soins des femmes de façon générale et plus particulièrement pour améliorer l'accès aux soins et la qualité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Donc Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est une ville qui n'est actuellement pas directement touchée par les conflits, mais qui se trouve non loin de zones où ont lieu des affrontements. Alors, les résultats que nous présentons ici s'inscrivent dans le cadre d'une étude plus large qui a porté sur l'accès aux soins des femmes à Goma. La méthodologie que nous avons utilisée est de type qualitative. Nous avons conduit au total 70 entretiens semi-directifs, d'une durée moyenne d'1 heure, d'1 heure et quart. Et notre étude s'est déroulée en 2 temps. Donc, dans un premier temps, nous avons conduit des entretiens au sein de la population générale, dans des quartiers à différents profils socio-économiques, et avec des soignants au sein des structures de santé dans ces mêmes quartiers. Et dans un deuxième temps, nous avons conduit des entretiens plus ciblés, et nous avons ainsi interrogé des femmes victimes de violences sexuelles via des associations locales, des représentants de ces associations locales et des soignants désignés au sein des structures de santé pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Alors, vu le peu de temps imparti pour cette présentation, j'ai décidé de ne pas aborder l'ensemble de la problématique qui est évidemment très large, mais simplement de vous présenter certains résultats de mon étude qui m'ont personnellement interpellée et que je n'avais jusqu'alors pas vu dans la littérature que j'avais consultée. Je vais me focaliser sur le viol plus particulièrement en raison des nombreuses informations que nous avons eues à ce sujet et également sur les soignants. Alors je commence d'abord par les cas rencontrés dans notre étude. D'abord, presque toutes les personnes que nous avons interrogées dans la première phase de l'étude ont pu nous parler de violences sexuelles infligées à des proches ou à des connaissances. Et bien que notre étude n'a pas vocation d'être représentative, cela semble signifier néanmoins que c'est un phénomène répandu dans la ville de Goma. Notre étude révèle que la violence sexuelle se produit dans différents endroits et de différentes manières et qu'elle semble toucher davantage les femmes vulnérables. Donc jusqu'à là, rien de très nouveau. Alors d'abord, il semble être fréquent que la violence sexuelle se produit lorsque les femmes exercent des activités qui les obligent à se rendre dans des endroits peu sûrs, parfois isolés, parfois dans la périphérie de Goma, souvent pour puiser de l'eau ou pour aller chercher du bois. C'est ce que nous dit cette femme de 42 ans. Elle nous dit « La plupart des mamans, donc des femmes de ce quartier, sont victimes de violences sexuelles. C'est à cause de la pauvreté que tu es obligé de te rendre dans la forêt et que par malchance, tu te retrouves face à des bandits qui te violent. » Certaines femmes nous ont même raconté avoir été kidnappées par des rebelles proches de Goma, l'une d'entre elles ayant été pendant 2 ans esclave sexuelle dans un camp. D'autres nous ont révélé avoir été violées la nuit par des militaires, par des motards ou par des enfants de la rue. La violence sexuelle est ensuite commise par des proches ou par la famille elle-même,
Par exemple, par des voisins qui profitent du fait que les parents soient absents, ou même par des pères, des oncles ou des frères qui violent un membre de leur famille. On a cette infirmière, par exemple, qui nous raconte qu'il y a une petite fille de 8 ans qui est arrivée dans son centre de santé et qui avait été violée de façon très violente par son père. Enfin, le viol se produit également parmi les adolescents. Lorsqu'une fille plaît à un garçon mais qu'elle refuse d'avoir une relation sexuelle avec lui, il pourra programmer un viol pour se venger. On a cette infirmière, cette sage-femme qui nous raconte. Cette fille refusait de coucher avec ce garçon. Son ami lui disait « Comme tu refuses, un jour je te ferai voir ». La fille écoutait seulement, elle était habituée à entendre cela chez les garçons. Un jour, le garçon l'a invitée chez lui. Il avait préparé de la drogue. Elle a perdu connaissance et le garçon l'a violée. Et donc, le viol semble s'intégrer progressivement dans les normes de construction de la masculinité. Nous avons finalement interrogé des enfants de la rue et des travailleuses du sexe, et là on pénètre dans un monde qui est très brutal. Les violences se produisent de façon extrêmement brutale et elles se font souvent en groupe. On a ce jeune de la rue que nous avons interrogé qui nous raconte comment ça s'est passé. Donc il nous dit, on avait fait la sexualité avec elle, beaucoup d'enfants de la rue. Moi aussi, j'étais passée par cette fille, donc moi aussi, je l'avais violée et j'avais fait couler beaucoup de sang. Un peu plus loin dans l'entretien, il nous raconte qu'ils ont retrouvé cette jeune fille qui était également une fille de la rue, morte le lendemain. Alors la première chose qui m'a particulièrement marquée dans nos entretiens, c'est qu'il existe dans l'imaginaire une hiérarchisation des violences sexuelles. Alors qu'il semble être globalement admis que la violence sexuelle existe en milieu rural, dans le cadre de conflits, la violence sexuelle en ville est davantage questionnée. Comme le témoigne la parole de ce jeune médecin qui nous dit « En ville, la violence sexuelle, ce n'est pas fréquent. Dans les villages, avec les rébellions, ça se comprend. Mais en ville, les gens sont assez éduqués. Ce qu'il y a, ce sont des simulations, selon ce que je vois, selon mes constats. » Il existe donc cette croyance qu'en ville, la violence sexuelle est souvent simulée dans le but de faire du chantage ou d'obtenir de l'argent auprès d'un tiers ou de mettre quelqu'un en prison. Et dans ce contexte, certains de nos interlocuteurs exprimaient de la pitié, voire même une certaine empathie pour ces hommes qui se retrouveraient en prison et qui seraient, selon eux, souvent innocents. Plus loin dans l'entretien, ce jeune médecin nous raconte que quand une patiente victime de violences sexuelles se présente à lui, il va d'abord chercher à constater une lésion avant de prendre en considération ses dires. Or, on sait très bien que les lésions ne sont pas toujours apparentes. Alors ensuite, ce qui est apparu, c'est qu'à Goma, les victimes ont tendance à être particulièrement culpabilisées, d'autant plus quand le viol s'est produit en dehors des conflits. Quand on posait la question des causes de la violence sexuelle, nos interlocuteurs évoquaient la pauvreté et la guerre, mais surtout, ils nous disaient qu'en ville, l'une des principales causes de la violence sexuelle, c'est l'habillement jugé indécent de certaines filles ou certaines femmes. Certains de nos interlocuteurs considéraient que cette tenue vulgaire contribuait à la violence sexuelle et donc il y avait une responsabilité partagée. Mais d'autres considéraient même que dans ce cas, ce n'était pas la femme qui était victime de viol, mais c'était l'homme qui avait été violé. On a cette infirmière de 36 ans qui nous dit ainsi « Ce n'est pas uniquement les femmes qui sont violées, ce sont aussi les hommes en raison de cet habillement bizarre et donc indécent que portent les femmes. » Et d'ailleurs, quand on demandait à nos interlocuteurs s'ils connaissaient des hommes victimes de violences sexuelles, c'est souvent cela qu'ils évoquaient. Alors la deuxième chose qui nous a étonnés, c'est qu'il y avait chez les personnes que nous avons interrogées, surtout chez les soignants, un double discours. Donc dans un premier temps, quand on leur demandait ce qu'était pour eux la violence sexuelle, ils nous disaient que la violence sexuelle, c'est quand il y a un rapport forcé. Certains nous parlaient même du consentement. Mais quand on creusait un petit peu au fur et à mesure de l'entretien, la violence sexuelle était parfois associée à l'homosexualité, à la masturbation ou aux relations extra-conjugales, bref, à tout ce qui pourrait être considéré comme immoral.
On a par exemple cette femme, cette infirmière, qui nous raconte qu'une jeune fille est arrivée chez elle et qu'elle introduisait un morceau de bois qu'elle avait taillé dans son vagin pour se donner du plaisir. Et elle nous dit qu'elle utilisait un morceau d'arbre qu'elle ritualisait pour son plaisir. Après 2 jours, elle a commencé à sentir des douleurs au niveau de son vagin et elle est venue ici. Nous avons constaté que c'est un cas de violence sexuelle. Alors même si nos interlocuteurs évoquaient parfois la notion de consentement au départ dans la définition officielle qu'ils donnaient, on remarque que c'est une notion encore très mal comprise, très mal assimilée, y compris par les professionnels de la santé. Et dans le même ordre d'idées, la violence sexuelle entre conjoints semble être fréquente, mais elle est tout à fait banalisée. On nous a parlé de déchirures, de contractions utérines pour les femmes enceintes, de dents cassées. Donc on voit que ça va parfois très loin, mais il est fréquemment admis que la femme doit obéir à son mari et qu'elle ne peut pas refuser une relation sexuelle. La violence viendrait même plutôt, non pas de l'homme dans ce cas-là, mais de la femme qui refuserait la relation sexuelle. Alors je vais parler maintenant de la prise en charge pour les victimes de violences sexuelles qui font recours aux structures de santé, sachant que nombre d'entre elles ne font pas recours aux soins en raison de la honte qu'elles ressentent, de la stigmatisation dont elles sont victimes, du risque de rejet par leur famille et par la communauté, de contraintes financières ou autres. Mais au sein des structures de santé, ce qui est apparu, c'est que les soignants sont imprégnés par les normes culturelles et religieuses dominantes et que cela se répercute sur leurs pratiques. Donc quand les patients arrivent dans les structures de santé, elles ont d'abord honte d'exprimer la raison de leur présence. Donc certains soignants vont essayer de les rassurer et de les mettre à l'aise. Et bien plein de bonne volonté, les conseils qu'ils donnent ont souvent tendance à banaliser la violence sexuelle. Ils vont dire que ce n'est pas très grave, que ça arrive à beaucoup de personnes, etc. Mais ils ont aussi tendance à tenir un discours moralisateur à leurs patientes sous forme de conseils. Et donc, ils n'hésitent pas à mettre en doute leurs paroles, voire à les culpabiliser. On a cette femme, par exemple, de 17 ans qui nous raconte « Ils m'ont conseillé d'abandonner la bière, parce que c'est la bière qui a conduit à cette violence sexuelle. Ils m'ont dit que je risque le sida ou la grossesse. Ils m'ont dit d'abandonner la fréquentation des hommes, que le mieux à faire est de suivre le Christ et de trouver un travail. » Ou encore, on a cette infirmière de 60 ans qui nous dit « On donne des conseils. On lui demande si elle s'entend avec son mari et si seulement elle a déjà rencontré son mari. On lui demande comment elle a pu accepter ça, le viol. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles acceptent sans problème. » Ou on a encore ce dernier extrait d'entretien qui parle alors là de la violence sexuelle maritale et qui dit « On dit dans la Bible que la femme doit se soumettre à son mari et que le mari doit aimer sa femme. Donc si cette situation arrive, la violence sexuelle maritale, on ne doit que se taire et on ne peut rien dire par rapport à ça. C'est la Bible qui demande. » Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment de la culpabilisation des patientes. Et donc finalement, cette recherche révèle qu'un travail important doit être réalisé avec les soignants au sein des structures de santé, qu'il faut notamment travailler avec eux sur certaines de leurs représentations, car ces derniers contribuent à rendre difficile l'accès aux soins de qualité pour les victimes de violences sexuelles. Mais il ne faut pas seulement axer notre action sur la prise en charge, un travail de prévention et de sensibilisation avec les communautés doit également être effectué. Et ensuite, il est évident que la réduction des violences sexuelles passe aussi par un travail sociétal plus large de promotion de l'égalité entre les sexes. Et dans ce combat, il me semble important d'impliquer les hommes. Merci. Merci et quel respect du temps, impeccable. Alors, j'ai une question, en fait, il y a une personne qu'on croyait qui n'était pas là, mais qui est là. Par contre, il y a une personne qu'on croit qui est là, qui n'est peut-être pas là. Donc, est-ce que M. Chicou est là? Ah, ben voilà, donc tout le monde est là, en fait. Donc M. Chicou va nous parler, lui, de l'ampleur des viols commis par les civils. Donc ça, c'est un revirement, enfin, c'est un changement assez important, et je crois que... Voilà, on va mettre la présentation.
Ne regardez pas. Hein. Voilà. Monsieur Chikourou, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Je travaille pour la Fondation Panzi. Je disais que je travaille pour la Fondation Panzi. Je suis de la formation santé publique. C'est un honneur pour moi d'être ici, de faire une communication dans ces congrès internationaux, cher Mukwege. Comme vous le voyez déjà, notre sujet porte sur le facteur expliquant l'ampleur de viols commis par les civils au Sud Kivu, cas de l'hôpital de Panzi au cours des 10 dernières années, donc de 2008 à 2018. Le plan de notre présentation, nous allons commencer par une problématique, ensuite parler un peu de la méthodologie de recherche et passer aux résultats qui sont combinés à des perceptions que nous avons pu recueillir auprès de la communauté. Et enfin, nous allons chuter par une brève conclusion. Et bien voilà, en résumé, disons qu'au cours de 20 dernières années, la République démocratique du Congo a été confrontée à une situation de conflits et de violences sexuelles particulièrement inquiétantes. La majorité des cas de viol étaient jusqu'ici le fait de groupes armés. Cependant, depuis quelques années, on constate quand même un accroissement des civils présumés auteurs, même dans les zones plus stables comme la ville de Bukavu, d'où nous venons. Et comme le disait déjà Madame Lambert, il y a déjà cette tendance, il n'y a pas que de viols utilisés comme armes de guerre, mais il y a cette tendance qui est en train d'accroître où les civils aussi sont impliqués dans la commission de viols. Et donc, à l'hôpital de Panzi, depuis l'année 2008 jusqu'en 2018, on a enregistré 18 034 cas de violences sexuelles. Et on constate donc que de 2008 à 2013, ce sont les groupes armés qui ont commis la plupart des viols, ce qui est estimé à 75,5%, alors que pendant cette période, c'est 24,5% des civils qui ont été impliqués dans la commission des viols. La tendance s'est inversée à partir de l'année 2014, où cette fois-ci, ce sont 45% des hommes armés qui ont été présumés auteurs, contre ces 15% des hommes civils. Voilà donc, comme cette figure l'indique, on peut donc constater qu'il y a les viols commis par les groupes armés qui sont en train de baisser, alors que la tendance est que les hommes civils, donc les viols commis par les hommes civils ont tendance à augmenter. Et en dehors du projet SVS de l'hôpital général de référence de Panzi, nous avons aussi tiré un échantillon d'un projet exécuté à la Fondation Panzi, c'est le projet Tushinde Ujeuri. Et là, nous avons pris un échantillon sur un trimestre, de juillet à septembre 2019. Et le constat est que, par exemple, dans la zone de santé de Bunyakiri, parce que le projet est exécuté dans 3 zones, Bunyakiri, Katana et Nyangezi, et on a enregistré 71 cas de viol à Bunyakiri, 34 cas de viol à Katana et 22 cas de viol dans la zone de santé de Nyangezi. Et la tendance est que, dans la globalité, on se rend compte que les viols commis par les hommes armés représentent 35%, alors que les viols commis par
les hommes civils sont estimés à 65%. Eh bien, nous avons utilisé une méthode qualitative appuyée par des statistiques dans notre recherche et donc les résultats sont principalement fondés sur les statistiques de l'hôpital de Panzi et le projet SVS en particulier, mais aussi un échantillon du projet Touchinde, comme je venais de le dire, qui est exécuté à la Fondation Panzi. Nous sommes aussi, au-delà des statistiques de Panzi, allés dans la communauté pour recueillir les perceptions de la communauté sur ce qu'ils considéraient comme facteur ou cause des viols dans la communauté. Et là, nous avons beaucoup mis l'accent sur le viol au lieu que sur les violences basées sur le genre, pris de manière générale. Et donc, nos interviews, on les a menées dans les 3 communes de la ville de Bukavu, qui sont à 3, donc Kadutu, Bagira et Ibanda. Et là, nous avons constitué 4 focus groups qui étaient constitués entre 10 et 12 personnes. Donc, dans chacune des communes, on a constitué 4 focus groups. Un focus était constitué des hommes combinés avec des hommes adultes. Un autre était constitué de jeunes gens, des jeunes garçons, je vais dire, et puis un groupe de femmes et filles combinés. Et enfin, il y avait un focus group des informateurs clés. Eh bien, le constat est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un constat selon lequel les hommes armés, comme montre cette graphique, il y a eu une baisse des viols commis par les forces armées depuis un temps. Par contre, ce sont les viols commis par les hommes civils qui ont une tendance croissante. Pour ces projets, par exemple, où nous avons pris un échantillon de 3 mois, on constate que sur 127 cas de viols commis ou enregistrés dans le cadre de ce projet, 83, soit 65%, étaient le fait des hommes civils, alors que les groupes armés ne représentaient que 32% et 2% étaient le fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes allés dans la communauté pour comprendre ce que la communauté pensait et nous avons juste considéré leur perception. Et ils ont par exemple considéré que les facteurs, un des facteurs c'était l'alcoolisme, et là ils ont dit qu'il y avait la vente, une prolifération même de maisons de vente de substances fortement alcoolisées et que c'était beaucoup plus les jeunes qui consommaient abusivement cet alcool et que ça c'était un facteur. Mais aussi ils ont parlé de l'impunité où la protection où on observe une protection des agresseurs et il n'y a pas de sanctions exemplaires et il y a même des arrangements à l'amiable qui sont encouragés et parfois les instances judiciaires sont complices et ils y trouvent même un moyen de se donner des ressources financières. La communauté a aussi parlé de l'ignorance et à ce niveau, ils ont pensé qu'il y a une faible insuffisance d'information, surtout au niveau de jeunes gens. Ils ne comprenaient pas, par exemple, c'est ce que les jeunes gens nous ont dit, ils ne comprenaient pas, par exemple, que si on fait un rapport sexuel avec une fille mineure, que cela a été un viol, si jamais la fille a consenti. Alors que déjà la loi en République démocratique du Congo reconnaît que tout acte sexuel commis sur une fille de moins de 18 ans, c'est un viol. Mais le garçon pensait que non, si j'ai reçu le consentement de la fille, il ne s'agit pas d'un viol. Mais aussi, on a pensé, ils ont dit qu'il y avait
les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas au courant de la peine qui est prévue en cas de viol. Ils ont aussi parlé de l'exploitation sexuelle avec la prolifération des maisons de tolérance où les jeunes filles mineures sont exploitées sexuellement. Ils ont parlé des fausses croyances et à ce niveau, la plupart de membres de la communauté ont parlé de ce qu'ils appellent de prolifération des fausses chambres de prière, où il y a même entre guillemets des faux pasteurs qui abusent de leurs adeptes, soit parce qu'ils vont utiliser des produits, ou carrément avec un discours là, un peu un pouvoir, et ils arrivent à abuser de leurs adeptes. On a aussi recueilli de la communauté un autre facteur qui était, le manque, comment je vais dire, l'adolescence juvénile, mais aussi le fétichisme, la haine. Et là, c'est le fait de vouloir humilier une famille qui est bien réputée. Ils ont su parler d'une nouvelle culture qui est en train de s'installer. Donc, à force de vivre la violence dans la communauté, les gens ont aussi acquis un nouveau comportement et commencent aussi à commettre le viol dans la communauté. Enfin, ils ont parlé de la dépravation de mœurs et la déviance sociale. Donc, en conclusion, à l'issue de notre étude, nous avons réellement trouvé qu'il y a recrudescence des viols commis par des civils et nous pensons qu'il faut investir dans la prévention en suscitant l'engagement des hommes dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais nous avons aussi noté qu'il y a un changement de rôle dans les hommes. Donc, il y a des hommes qui étaient membres des groupes armés, mais quand ils sont démobilisés, bien qu'on les appelle des civils, ils gardent... ils ont changé juste les rôles, mais ils ne sont pas réellement démobilisés. Ils sont nombreux dans la communauté et ils sont beaucoup aussi impliqués dans la commission des viols. Donc enfin, nous avons pensé à faire quelques suggestions à l'État, donc mener un plaidoyer pour que finalement on mette fin, on applique la loi contre les violences sexuelles avec des sanctions exemplaires, mais aussi intensifier les sensibilisations dans la communauté. Enfin, on a pensé qu'il faut encourager l'État à créer de l'emploi aux jeunes. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur Chikourou. Je ne voulais pas vous mettre sous pression. Vous aviez encore un peu de temps. Enfin, bon, voilà. L'intervenante suivante est Madame Wessel. Ah, parfait, voilà. Qui va nous parler de la responsabilité sociale des journalistes face aux violences sexuelles en temps de guerre. Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation constitue un préambule à mon travail de thèse portant sur la mise à l'agenda et la couverture médiatique des violences sexuelles en temps de guerre. Depuis les années 90, c'est une analyse que je mène dans la presse nationale française et à la télévision française. Donc mon intervention consiste à esquisser pour vous les questionnements sur le fondement même de mon sujet, à savoir l'importance mais aussi la difficulté qui existe dans la médiatisation d'un enjeu comme celui-ci. En mobilisant et en interrogeant la notion de responsabilité sociale des journalistes, je vous propose ainsi une réflexion sur les enjeux, les limites et les défis d'information qui se présentent aux journalistes face à un tel sujet. Donc, depuis 2 ans, vous n'êtes pas sans le savoir, le mouvement MeToo a mis en évidence l'omniprésence sociale des viols et violences sexuelles commises à l'encontre des femmes au sein de différents et nombreux univers professionnels, comme par exemple celui du cinéma, de la politique ou encore du journalisme. Né sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter, ce mouvement a ensuite été très largement relayé par et dans les médias traditionnels, s'étendant rapidement à la dénonciation de ce type de violence dans d'autres instances de socialisation
ou espaces publics comme l'école, l'église, la famille, la rue, les transports, etc. Violences parfois perpétrées sur des enfants. Cependant, un certain type donc, de violence a échappé à cette ébullition médiatique, ce sont l'instrumentalisation des viols et violences sexuelles dans les conflits armés, c'est-à-dire leur usage motivé par une dynamique guerrière en vue d'objectifs politiques. Donc sans profiter des retombées du hashtag MeToo, ces violences bénéficient pourtant depuis une trentaine d'années de l'intérêt de certains journalistes qui ont parfois largement contribué à les mettre en lumière. Donc dès 1992, l'Américain Roy Gutman a révélé l'existence de ce qu'il a appelé des camps de viol, où des militaires et miliciens serbes pratiquaient ce qu'il sera donc le premier à qualifier de viol systématique. Plus récemment, en France, la grande reporter Annick Cogent a rendu le sujet visible à travers des reportages en Syrie et en Libye, en publicisant donc la parole de témoins et de survivants et survivantes de ces violences ordonnées et perpétrées par les régimes libyens et syriens. D'autres initiatives journalistiques, parfois plus originales, peuvent être mentionnées, comme le projet Zero Impunity, donc c'est un projet transmédia d'activisme et d'investigation internationale qui lutte contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés. Ils ont mené notamment cette enquête, donc les viols d'enfants, l'autre crime de guerre du régime Assad. C'est une enquête qui mêle témoignages de survivants et survivantes, mais aussi témoignages d'anciens membres du régime et de l'administration syrienne qui ont souvent fait défection. Et ça a été en fait un des rares travaux journalistiques publiés en France à approfondir la question du viol des enfants syriens par le régime al-Assad. Et enfin, cette mise en visibilité est intervenue récemment, en tout cas en France, par le biais de documentaires télévisés comme Syrie, le cri étouffé de Manon Loiseau, et d'Annick Cogent. Annick Cogent a participé donc à l'écriture de ce documentaire, ou encore Libye, anatomie d'un crime de Cécile Allegra. Donc dans lesquels, dans ces documentaires, respectivement, des femmes et des hommes racontent des viols et violences sexuelles dont elles et ils ont été victimes de la part donc, des régimes d'Al-Assad et de Kadhafi lors des guerres civiles syriennes et donc lors de la première guerre civile libyenne en 2011. Donc ces quelques exemples permettent de poser une question fondamentale qui est quel rôle jouent donc ces journalistes face à un tel phénomène et face aux drames sociaux, humains et politiques qui se jouent en arrière-plan. Donc tout d'abord, on attribue traditionnellement aux journalistes une responsabilité sociale vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, une responsabilité qui est d'ailleurs inscrite dans de nombreux textes de déontologie de la profession des journalistes et qui font d'eux des acteurs sociaux qui ont un rôle et même un devoir d'information, d'explication, de prise de conscience, de sensibilisation envers les publics, donc un rôle et un devoir qui permettent justement à ces publics d'avoir les clés pour comprendre les enjeux qui traversent la vie politique. Concernant l'instrumentalisation des violences sexuelles dans les conflits armés, informer permet de faire comprendre la portée de ces violences. Donc la médiatisation de ce sujet comporte ainsi ce qu'on pourrait qualifier d'enjeu didactique, c'est-à-dire d'enjeu d'explication, qui fait écho d'ailleurs à l'étymologie même du terme informer, qui vient du latin informare, c'est-à-dire donner forme, décrire. Donc on pourrait traduire cela comme étant une façon, en éclairant sur les enjeux de violence sexuelle dans les conflits armés, les journalistes permettraient à ces exactions de véritablement prendre forme dans toute leur réalité, dans l'esprit des publics concernés. Par ailleurs, cette mission d'information est encore plus considérable dans la mesure où ces violences sexuelles concernent des théâtres de guerre éloignés, qui sont dangereux, qui sont difficiles d'accès. Donc les journalistes sont souvent en fait les seuls à pouvoir produire une information qui soit accessible au public et ils deviennent ainsi d'une certaine manière la source principale d'information du public. En tout cas la source la plus accessible et la plus compréhensible si on laisse de côté les travaux scientifiques, les rapports d'ONG qui ne sont pas forcément consultés par des publics plus classiques. Ensuite, la mise en visibilité médiatique comporte un enjeu qui place les journalistes dans un rôle de contre-pouvoir, puisque dans de nombreux conflits, comme on le sait tous, les violences sexuelles sont motivées, décidées et parfois perpétrées par le pouvoir public ou en tout cas par ses représentants. Donc en révélant ces crimes ultra-violents, donc ces dérives des pouvoirs politiques, des autorités, les journalistes rempliraient donc non seulement une mission d'information, comme je viens de l'expliquer, mais aussi un rôle démocratique qui leur est souvent attribué, celui qu'on qualifie souvent de quatrième pouvoir, qui est censé en fait exercer une forme de veille à l'égard des pouvoirs existants et notamment à l'égard du pouvoir politique. Ceci menant à une forme de mise en accusation donc de ces pouvoirs politiques. Et enfin, de cette idée de mise en accusation découle un enjeu de publicisation fort
et avec lui un enjeu de débat public. Donc relayer la parole des survivants et survivantes et des témoins permet de révéler l'existence de ces violences, mais aussi de mettre à jour une réalité, de lever des tabous, de briser un silence qui entoure ces crimes et de renverser aussi une culpabilité dans une dynamique où les survivants et les survivantes sont trop souvent coupables et les bourreaux toujours impunis. Cette démarche consiste alors à ce qu'appelle Luc Boltanski rendre la réalité inacceptable. Et ceci fait donc des journalistes ce qu'on appelle des entrepreneurs de cause, ce qui augmente ainsi encore leur responsabilité sociale. Donc ce processus de dénonciation s'inscrit de façon assez pertinente dans la logique du naming, blaming et claiming, puisque le travail des journalistes consisterait à identifier et nommer une situation inacceptable, à ensuite imputer la responsabilité du problème à des personnes ou à des groupes, et enfin à formuler une demande de résolution et de réparation à l'égard des pouvoirs publics. Donc, la médiatisation du sujet renferme alors d'une certaine manière un enjeu de justice à travers la désignation des bourreaux et la réclamation de la fin de l'impunité. C'est d'ailleurs la revendication souvent des survivantes, des survivants, de ceux qui travaillent avec eux, de certains journalistes aussi, et c'est le nom du projet Transmédia dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Zero Impunity, qui réclame la tolérance zéro vis-à-vis des responsables de ces violences. Donc au nom de leur responsabilité sociale, les journalistes auraient donc un rôle, voire un devoir incontournable et presque non substituable dans la mise en visibilité des violences sexuelles dans les conflits armés. Cependant, s'en tenir à cela serait envisager la notion de responsabilité sociale de manière restreinte, sans prendre en compte les limites et les défis d'information auxquels les journalistes peuvent être confrontés dans le cadre d'un tel sujet. Donc en effet, si les journalistes apparaissent comme on l'a vu, des acteurs pivots dans la mise en visibilité de ces violences dans les conflits armés et dans la prise de conscience des ravages humains, sociaux et politiques qu'elles causent, leur bonne volonté ne peut pas être considérée comme suffisante pour donner à ce sujet une visibilité à la hauteur de ces enjeux. Tout d'abord, il existe un défi d'information concernant les phénomènes guerriers. Tout d'abord, il existe un défi d'information concernant les phénomènes guerriers en tant que tels. Couvrir la guerre, c'est donc se rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des théâtres d'opération, donc qui sont des lieux risqués, qui sont difficiles d'accès, ce qui ne rend pas la médiatisation évidente. Médiatiser la guerre, c'est aussi se heurter au pouvoir politique. Donc c'est une interaction qui se caractérise par la pratique du journalisme embarqué ou l'embedded journalism. Donc cette pratique permet aux journalistes donc, de se rendre plus facilement sur des terrains de conflit, accompagnés donc souvent de convois militaires, enfin ils sont escortés par des convois militaires. Ils bénéficient donc de cette protection militaire, mais cette forme de pratique les contraint aussi par là même à rapporter ce à quoi l'armée veut bien leur donner accès. Donc cette forme de reportage peut impliquer d'une certaine manière une forme de dépendance des reporters à l'égard du pouvoir et pose la question de leur marge de manœuvre, de leur liberté, dans un contexte où le politique peut chercher à maîtriser, à filtrer l'information et à produire parfois même ses propres images de la guerre. En France, par exemple, lors de l'opération Sangaris au Mali en 2012, il y a les quasi seules images de la guerre, en tout cas de l'intervention de l'armée française qui sont sorties, c'était des images produites par l'armée elle-même et des images qui avaient à certains moments des accents propagandistes, c'est-à-dire que l'image qui était donnée de l'armée était très flatteuse tout le temps, les personnes, donc les militaires qui tournaient les vidéos avaient choisi certains angles, certains cadrages, avaient choisi de se rendre dans certains lieux et pas dans d'autres, donc ça montrait vraiment qu'il y avait une forme de captation totale de la médiatisation par l'armée elle-même. Ensuite, il existe des limites propres au sujet même de l'instrumentalisation des violences sexuelles dans les conflits armés. Donc ces violences suscitent un fort sentiment de honte, on l'a vu, et de culpabilité chez les survivants et les survivantes qui cherchent souvent à cacher ce qui leur est arrivé pour sauver leur honneur, pour sauver aussi l'honneur de leur famille, pour éviter des formes de stigmatisation multiples, des formes de rejet multiples, et même parfois des crimes d'honneur dans des sociétés où bien souvent la valeur d'une femme se mesure à sa virginité, à sa vertu, et où un homme violé n'est plus un homme, comme le montre notamment le documentaire de Cécile Allegra sur les viols des hommes en Libye.
Les journalistes peuvent donc se retrouver confrontés à ce qu'on pourrait qualifier d'une spirale du silence lorsqu'il s'agit de recueillir des témoignages, ce qui pose la question fondamentale pour un journaliste de l'accès aux sources. La journaliste Manon Loiseau, donc, qui a réalisé le documentaire « Cyril, le cri étouffé », a ainsi fait part dans plusieurs interviews des difficultés d'accès aux sources dans son travail de réalisation de documentaire. Donc, au moment où elle a dû chercher des témoignages de femmes ou de jeunes filles victimes de viols en Syrie, elle s'est heurtée à des murs, souvent à des femmes qui ne voulaient pas témoigner, qui ne voulaient pas parler, obstacle qui, selon ses dires, en fait, a failli lui faire complètement abandonner le projet de ce film. Donc c'est dire à quel point l'accès aux sources est un enjeu extrêmement important dans la production même de l'information, donc dans la possibilité même de produire une information. De plus, même lorsque les journalistes s'investissent sur ce sujet et ont à cœur de le faire comprendre, de le faire connaître, la prise de conscience de la société civile et du monde politique peut être très lente. En effet, les actions d'ampleur similaires à MeToo, c'est-à-dire des actions nées de la société civile sur les réseaux sociaux ou dans les médias de manière générale, et qui ont pu mobiliser la communauté internationale autour d'une lutte globale, donc ces actions-là, ce type d'action d'ampleur, restent inexistantes concernant les violences sexuelles dans les conflits armés. On se souvient, j'imagine tous peut-être ici, du hashtag Bring Back Our Girls, mouvement né en avril 2014 suite à l'enlèvement de près de 300 lycéennes nigérianes par des djihadistes du groupuscule Boko Haram qui les destinaient donc à l'esclavage sexuel. Si cette campagne qui revendiquait le retour des jeunes filles a eu le mérite de mettre en évidence la question de l'esclavage sexuel, des mariages forcés et des violences sexuelles dans ce contexte très précis, elle n'a pas abouti pour autant à une dénonciation globale de l'instrumentalisation des violences sexuelles dans les conflits armés, et ce malgré donc, ce hashtag, malgré aussi le travail de relais qu'ont pu effectuer les journalistes. En outre, les enquêtes des journalistes peuvent parfois être accueillies en négatif, notamment aux premières heures d'un conflit. Il est intéressant par exemple de constater qu'en 1992, les révélations de Roy Gutman, le journaliste américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur les viols systématiques en Bosnie, ont fait face à une forme d'incrédulité très forte, voire à une forme de scepticisme, comme l'a fait remarquer l'anthropologue Véronique Naum-Grapp dans un papier, celle-ci ayant émis l'idée qu'à ce moment-là, je cite ses propos, donc « l'aspect horrible de ces pratiques les a rendus incroyables », donc incroyables au sens premier du terme, c'est-à-dire difficile à concevoir, difficile à croire. Enfin, la notion de responsabilité sociale des journalistes constitue en elle-même une limite, puisque cette mission d'information et donc les conditions de son accomplissement ne sont définies par aucun texte précisément. Les passages que je vous ai montrés tout à l'heure, les extraits, sont des textes extrêmement vagues, extrêmement flous, qui ne définissent à aucun moment qu'est-ce qu'est réellement cette responsabilité sociale des journalistes. Elle l'énonce, mais ne la définit pas réellement. Donc les journalistes peuvent donc assez librement choisir de se saisir ou non de cette question, enfin de n'importe quelle question en particulier, en général, et de cette question en particulier, ils peuvent choisir de s'en saisir ou pas. Et donc la couverture médiatique de cette question précise des violences sexuelles dans les conflits armés reste donc complètement à leur discrétion, rien ne les y contraignant a priori. Cependant, et ce sera donc le mot de la fin, certains événements récents, comme l'attribution en 2018 du prix Nobel de la paix au docteur Denis Mukwege et à Nadia Mourad, ont pu être des événements de nature à inciter fortement les journalistes à évoquer ce sujet fondamental. Je vous remercie de votre attention. Voilà, nous sommes toujours dans le timing. Félicitations aux interprètes pour le travail effectué. Pas toujours facile non plus, quand le débit est rapide. Nous en arrivons à la 4e présentation. C'est Madame Agino qui est là, oui. Voilà, qui va nous parler de l'intégration sociale des enfants issus des violences sexuelles en RDC. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis Agino Fusiarda Cecilia, chercheuse au sein du Centre d'excellence Denis Mukwege, mais aussi étudiante à l'Université catholique de Louvain en master de spécialisation en études en genre.
Et c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver à ce congrès afin de communiquer sur, c'est un questionnement en fait, sur l'approche d'intégration sociale pour les enfants issus de viols en République démocratique du Congo. Merci. En République démocratique du Congo, cas de Panzi. C'est un travail qui a été réalisé par un collègue qui malheureusement n'a pas pu être là. Comme vous le savez, la RDC traverse un contexte de guerre et des conflits depuis maintenant plusieurs années. Et par conséquent, beaucoup des femmes et des jeunes filles ont été violées. Et les statistiques montrent que 40% des femmes ont été violées, dont 17% de ces femmes ont eu des enfants nés des violences sexuelles. Et l'intégration sociale, communautaire en général de ces enfants pose un réel problème dans la communauté. Alors, nous avons voulu comprendre leur processus d'intégration sociale, mais aussi analyser le mécanisme d'intégration sociale de ces enfants pour finalement proposer une approche d'intégration plus ou moins appropriée. Nous avons également recueilli les informations auprès de 3 catégories de personnes, en commençant par les intervenants, principalement la Fondation Panzi et les associations partenaires, et auprès des femmes victimes des violences sexuelles elles-mêmes, mais aussi auprès des membres de la société civile. Alors, pour des questions éthiques, nous n'avons pas pu interviewer les enfants pour ne pas les traumatiser davantage. Alors, comme premier résultat, comme vous pouvez le voir, les femmes survivantes des violences sexuelles viennent de la communauté et partent à Panzi pour bénéficier de l'approche de la prise en charge holistique qui repose sur 4 volets, médical, psychologique, socio-économique, juridique. Je ne vais pas rentrer en détail, mais l'attention est plus focalisée sur la femme elle-même, victime des violences sexuelles, tout en oubliant ou en mettant un peu d'attention sur les victimes indirectes qui sont les pères accueillants, c'est-à-dire les maris des femmes victimes des violences sexuelles, les enfants accueillants et les enfants même issus des violences sexuelles que moi je catégorise parmi les victimes indirectes comme étant les victimes indirectes mais du premier degré. Alors nous poursuivons. La prise en charge holistique dont bénéficient les femmes survivantes des violences sexuelles à Panzi est faite selon un modèle d'internat, c'est-à-dire les femmes et leurs enfants se retrouvent dans une sorte de grande famille à Panzi, à l'hôpital, à la Cité de la Joie, à la Fondation Panzi, où l'enfant reçoit de l'éducation, les soins de santé, et sa mère est préparée à la réinsertion sociale, notamment à travers l'apprentissage des métiers, la coupe et couture, la vannerie, etc. Et à ce niveau, Panzi, en apprenant à la mère, notamment la coupe et couture et tout, c'est pour garantir l'autonomie économique, mais ce qui est peut-être négligé ou oublié, c'est que l'autonomie économique n'est pas assez suffisante, en mon sens, pour dans l'intégration des enfants issus des violences sexuelles. Il y a des aspects sociaux et psychologiques qui sont aussi très importants dans le bas âge. Alors pour finir ici, le suivi de la femme et de l'enfant n'est pas effectué après réinsertion de la communauté ou à un niveau très faible. Et la totalité des femmes que nous avons pu interviewer n'ont pas pu regagner leur ménage, soit par honte, par peur d'être stigmatisées et tout. Elles ne veulent pas que leur réalité soit connue dans leur communauté d'origine. Et souvent, ces femmes vont dans d'autres communautés où on ne connaît pas leur réalité. Alors, le nouvel enfant se retrouve ainsi dans le nouvel enfant, comprenez que c'est l'enfant issu de viol. Je n'ai pas voulu utiliser enfant issu de viol chaque fois pour ne pas le stigmatiser davantage. Donc, le nouvel enfant se retrouve dans une famille où il y a sa mère et ses frères, ses demi-sœurs. Et il se crée donc un problème de cohabitation entre enfants au sein de la famille et même un problème dans la communauté. Ces enfants sont stigmatisés, rejetés par leurs frères accueillants, rejetés par la communauté. Ils sont victimes des étiquetages du type enfant serpent,
enfant maudit, porte-malheur, etc. Ils sont frustrés dans la famille et dans la communauté. Et ce qui est pire, ce que j'ai trouvé vraiment pire dans tout ça, c'est qu'il y a des mères qui haïssent leurs propres enfants, affirmant que chaque fois qu'ils jettent le regard sur eux, elles se rappellent directement de leur bourreau. Alors, ces enfants n'ont pas d'identité et par conséquent, ça a des conséquences graves pour l'avenir de ces enfants dans la société. Et également, lors de nos interviews, certaines mères ont avoué avoir caché l'identité des pères biologiques à leurs enfants et elles ne veulent plus avoir affaire avec ces gens-là, donc elles cachent l'identité à leurs enfants. Et il s'est aussi observé un problème d'hiérarchisation au sein de la fratrie. Et ce cas est illustré par cet extrait d'une interview que j'ai eue avec une femme survivante des violences sexuelles. Je cite. « Ma fille cadette a du mal à accepter son demi-frère car elle se reconnaît comme étant la cadette et veut être considérée comme telle. Ce qui fait qu'ils se battent constamment et ne cessent de lui rappeler qu'il n'est pas son frère. Cela est le cas pour tout le reste de mes enfants qui n'acceptent pas le nouvel enfant. Une fois, j'ai abordé la question de l'emmener vivre avec ma mère, qui est sa grand-mère. Celle-ci a catégoriquement refusé, disant qu'elle ne peut pas accueillir chez elle l'enfant de l'homme qui m'a tant fait souffrir. Donc comprenez que l'enfant est rejeté de part et d'autre, ce qui est quand même assez grave. Alors, quelle est, au vu de tout ça, quelle est l'approche d'intégration sociale des enfants issus des violences sexuelles, ce qui est même le nœud de notre communication d'aujourd'hui. Alors, il y a déjà une approche holistique qui est présente à Panzi, mais nous avons proposé que ce modèle intégré soit spécifique aux survivants de violences sexuelles, ce qui est déjà fait, mais un modèle holistique qui tient compte également de deux aspects, notamment le genre. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la femme, s'intéresser aussi à son mari, parce qu'elle va rentrer dans son foyer, dans son ménage. Donc, c'est le mari qui va l'accueillir, mais aussi les frères, les demi-frères et sœurs des enfants issus des violences sexuelles doivent être pris en compte lors de la préparation à la réinsertion, mais aussi tenant compte de la spécificité de l'enfant, son sexe, qu'il soit fille ou garçon, donc tout ça compte dans l'intégration sociale. Alors là, j'ai proposé un schéma que je vais expliquer très rapidement. Nous avons ici la Fondation Panzi ou Panzi en général, où les femmes reçoivent cette prise en charge holistique. Et la flèche rouge, là, montre que la femme quitte sa famille pour aller à Panzi et recevoir cette prise en charge. Et dès que la prise en charge est terminée, elle rentre dans sa famille où il y a son mari, ses enfants et elle-même, évidemment. C'est ce qui serait l'idéal, au cas où elle rentrerait dans sa famille. Et même là, il faut qu'il y ait un suivi de la Fondation Panzi pour savoir si la réinsertion sociale a été effective et réussie notamment pour la mère et son enfant. Alors, on a deux autres cas de figure, au cas où la femme ne rentre pas dans son ménage, comme on l'a vu précédemment. Elle peut rentrer dans un ménage où elle se retrouve uniquement avec ses enfants et donc le nouvel enfant. Vous savez, les enfants passent beaucoup de temps ensemble. Et si les demi-frères et sœurs ne sont pas préparés à accueillir cet enfant, c'est donc une catastrophe. Dans ce cas même, donc, le dénominateur commun, c'est le suivi et la préparation à la réinsertion. Il y a un autre cas de figure, lorsque la femme n'intègre pas son ménage, ne vit pas uniquement avec ses enfants et le nouvel enfant, elle peut se remarier. Et là, ce sont des cas qui arrivent pour des femmes qui ont honte de rentrer ou alors le mari a fui. Et ici, c'est un tout petit peu complexe puisque la femme a du mal à dire la vérité à son nouveau mari, a du mal à dire la vérité et il arrive que le mari le découvre à travers justement le problème d'hiérarchisation dont j'ai parlé tout à l'heure, les enfants qui se disputent tout le temps et en fin de compte, il sera au courant de ce qui se passe. Et il y a aussi un autre cas où la femme, pour que son mari ne soit pas au courant de ce qui se passait, abandonne l'enfant dans la communauté ou l'entourage de l'enfant. Là aussi, c'est pire, puisque l'enfant est totalement rejeté, devient enfant de la rue et tout, avec toutes les conséquences qu'il y a. Donc,
pour finir, le dénominateur commun de ce schéma, comme je l'ai dit, c'est principalement la préparation à la réinsertion et le suivi après réinsertion pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les nouveaux problèmes soulevés et aider justement ces enfants à bien s'intégrer. Alors pour conclure, il faudrait adapter le modèle holistique de prise en charge. C'est une suggestion. Je donne à la Fondation Panzi en général. Le modèle holistique de prise en charge aux survivants des violences sexuelles ayant accouché des enfants aux pères inconnus et ajouter dans le modèle de prise en charge de l'enfant issu du viol, le père accueillant, les enfants accueillants, la communauté accueillante, bref, les victimes indirectes du viol, et assurer un suivi de ces femmes après leur réinsertion dans la communauté pour se rassurer de leur intégration sociale et économique et celle de leurs enfants, là je me répète. Et finalement, vous avez certainement remarqué que ma communication a relevé beaucoup de questionnements. Et pour mieux élucider cela, je pense qu'une recherche approfondie doit être faite pour améliorer cette prise en charge et aider les enfants à mieux s'intégrer dans la communauté pour leur bien-être. Donc une recherche axée sur les enfants issus de viol et réinsertion dans la communauté devrait être menée. Je vous remercie. Merci, merci. Pas besoin de rappeler le temps, puisque vous avez tout à fait respecté. Même, il reste encore 3-4 minutes d'ailleurs. Merci. Et donc nous avons la dernière présentation, qui va être faite en anglais, je pense, et qui va nous parler d'évaluation de la réforme contre les violences sexuelles et les inégalités liées au genre. Voilà. Et c'est monsieur Cacheroua. C'est bien ça? Oui? Vous voulez le micro? Alors, bonjour tout le monde. Je suis M. Amani Cacheroua Clovis. La communication que je vais devoir faire, c'est une recherche que nous avons menée au Centre d'excellence Denis Mukwege, où je travaille comme chercheur junior. Elle va porter sur les rôles, particulièrement des réformes de la police dans la lutte contre les violences sexuelles est basée sur les genres en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie Est. Alors, on sait que les violences sexuelles, de façon générale, et les violences basées sur les genres, c'est l'une des conséquences les plus graves des conflits armés et des guerres civiles qui sévissent à l'est de la RDC depuis bientôt 3 décennies. Et c'est que la magnitude assez élevée des violences sexuelles que nous connaissons en République démocratique du Congo actuellement, c'est aussi un obstacle assez important à la reconstruction post-conflit qui est en train d'avoir lieu dans le pays de façon générale. Conscient de ces problèmes, le gouvernement congolais, depuis 2009, a adopté une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur les genres, axée principalement sur 5 aspects, dont le premier, c'était la lutte contre l'impunité au cas de viol, la protection et la prévention des victimes, du moins des cas de viol, du moins la protection des victimes et la prévention des nouveaux cas de viol. Il y avait l'aspect concernant la collecte des données et la cartographie des cas de violence. Et particulièrement, il y avait cet aspect de la réforme du secteur de la sécurité de façon générale. Mais là, on parle bien évidemment de la réforme du secteur de la sécurité et de la justice. Et enfin, il fallait une assistance multisectorielle aux victimes de violences sexuelles.
Et donc, la question des réformes du secteur de la sécurité, pour la toute première fois, on en parle depuis 2002, quand les différents acteurs au conflit en RDC ont fini par arriver finalement à un accord global et inclusif à Pretoria. Je crois que c'est l'accord le plus important qui a eu lieu dans l'ensemble des conflits armés en République démocratique du Congo. Et donc, c'est finalement en 2007, lors d'un forum qui s'est tenu à Kinshasa, que finalement on va décider de prioriser, parce qu'il fallait se poser la question de dire finalement, oui, nous parlons réforme du secteur de la sécurité, mais sur quoi nous mettons la priorité? Et là, solennellement, les différents acteurs avaient décidé de mettre un accent d'abord, ou du moins de considérer la police nationale congolaise comme le point de départ de toute réforme du secteur de la sécurité. Et donc, ainsi, toutes les réformes qui ont eu lieu, le point d'entrée, c'était vraiment la police. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait concrètement doter cette police, finalement, d'une doctrine, parce que après les différents accords et tous les processus de la transition, on va se retrouver avec une police et une armée des anciens rebelles, du moins tous les groupes rebelles qui ont intégré l'armée, souvent avec les mêmes grades et avec les mêmes positions, et ça causait des problèmes majeurs. D'abord, les problèmes du chaîne de commandement, mais des problèmes aussi de dire finalement quelle doctrine la police adopte. Et du coup, ces problèmes-là vont susciter, n'est-ce pas, cet esprit-là de vouloir aboutir à un certain nombre de réformes pour avoir finalement une police républicaine et capable de protéger les populations civiles et évidemment intervenir dans la lutte contre les cas de violence sexuelles. Et donc, l'idée, c'était de dire, si jamais nos forces de police sont équipées et que ces polices-là respectent les droits humains de façon générale, et que ces polices-là deviennent finalement effectivement une police de proximité, cela contribuerait d'une manière ou d'une autre à contenir les cas de violences sexuelles. Et donc, avec l'appui d'un certain nombre de bailleurs au niveau international, dont DFID, la Belgique principalement, et particulièrement l'Agence américaine pour le développement, un certain nombre de réformes a été adopté. Et le point d'entrée à ce niveau, c'était de doter finalement la police d'une loi. Parce qu'au départ, la police au niveau de la RDC n'était gérée que par une ordonnance-loi. Et allez-y comprendre, quand c'est une ordonnance-loi qui gère, ça signifie que la police appartenait effectivement tout simplement à l'autorité qui était en place. Mais pour la première fois, et c'est là en 2011 finalement, on va voir la toute première loi, la loi portant organisation et fonctionnement de la police qui sera adoptée. On va voir d'autres innovations. Une autre innovation, par exemple, pour cette loi, c'est de dire qu'elle fait quitter finalement la police du giron des forces de sécurité à celui finalement des services de sécurité. Parce que principalement, finalement, la police devient non plus une force de sécurité, un peu comme dire, elle ne relève plus du ministère de la Défense nationale, mais plutôt, elle rentre dans ce qu'on appellerait finalement la sécurité humaine. Et là, l'avantage, c'est que finalement, sur le plan juridique, du moins, ça donne la possibilité aux civils, du moins à l'ensemble de la population, de pouvoir participer dans l'identification des problèmes sécuritaires et bien évidemment dans la définition des solutions à ces problèmes-là de sécurité. Une autre innovation avec cette loi, c'est que finalement, elle respecte finalement, elle observe scrupuleusement les principes de base de la sécurité civile, notamment les principes des 3 R et des 3 P. Les 3 R comme pour dire la redevabilité au sein même de la police, le respect des droits humains et bien évidemment la résolution des conflits. Les 3 P pour dire tout simplement la proximité, finalement la police devrait être rapprochée des personnes à protéger, les partenariats et bien éventuellement la prévention des abus et notamment les abus sexuels. Et donc, l'idée c'était aussi de pouvoir doter les forces de sécurité, du moins les services de sécurité finalement,
du mandat, n'est-ce pas, et éventuellement d'un certain nombre d'aspects et infrastructures leur permettant d'intervenir effectivement dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, la recherche que nous avons menée a consisté tout simplement à examiner les rôles qu'a joué la police dans la prévention des cas de violences sexuelles et particulièrement à l'est de la RDC. Nous avons mené une étude de type qualitatif, à prédominance qualitative, bien évidemment avec des bases de données secondaires qui étaient analysées, des bases de données bien évidemment tirées des différents services. Alors, pourquoi devons-nous parler de la police de façon générale quand nous parlons de cas de violence sexuelle? C'est parce que, bien évidemment, on se rend compte que dans les contextes des conflits armés, il y a des éléments des forces de l'ordre et bien évidemment de la police qui sont accusés de perpétrer des cas de viol, alors que logiquement, c'est eux qui sont censés protéger les gens. On trouve que les policiers, la plupart, c'est des gens qui sont venus, c'est une mosaïque vraiment venue de toutes les tendances des groupes armés avant et même pendant les conflits armés. Et donc, il y a aussi une reconnaissance. On reconnaît finalement que tout projet de développement nécessiterait bien évidemment, ou du moins tout projet de reconstruction post-conflit nécessiterait bien évidemment une réforme du secteur de la sécurité de façon trop générale. Et donc, comme résultat, en République démocratique du Congo, on trouve finalement qu'avec les peu de réformes qu'il y a eu, il y a finalement un certain nombre d'actions qui ont été réalisées sur le terrain. C'est le cas, par exemple, de la participation communautaire, comme on le disait tantôt, dans la définition, l'identification même des problèmes par ce que nous appelons finalement la carte score communautaire et les cas de violence comme problème majeur de sécurité étaient identifiés avec la participation des communautés locales. Mais alors ici, le vrai problème, c'est que c'est des activités plus ou moins sporadiques qu'on trouve tout simplement dans un certain nombre d'agglomérations assez accessibles et pas effectivement dans les restes des coins du pays, les pays les plus reculés, plus ou moins. On trouve aussi que la police finalement a un mandat, plus ou moins théorique, qui lui permet finalement d'intervenir dans les cas de viol. Et il y a eu plus ou moins un certain nombre d'escadrons de police qui ont été mis en place uniquement pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. Alors, on trouve qu'il y a un certain nombre d'armées, du moins des auteurs des cas de viol qui ont été jugés, qui ont été arrêtés et jugés en tribunal siégeant en session foraine. On trouve que finalement, il y a un certain nombre de réformes, d'autres réformes qui ont été mises en œuvre, c'est notamment les cas de démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Alors, en termes d'implication, il faut dire tout simplement que c'est pas assez suffisant encore, parce que finalement, bien que toutes ces réformes ont été mises en œuvre, on trouve quand même qu'il y a encore un grand nombre d'auteurs de viols qui viennent quand même de nos forces de l'ordre, de nos forces de sécurité. Par exemple, les derniers chiffres, lorsque vous comparez par exemple l'origine des victimes de violences, et quand vous essayez de comparer d'autre côté avec la distribution de nos forces de police, vous trouvez quand même que là où il y a une forte présence militaire et une forte présence des policiers, c'est curieusement de là que viennent les grands nombres de victimes de cas de violence. Et ça donne quand même matière à réflexion. Et donc ici, des lectures sont possibles, soit que c'est beaucoup plus logiquement les forces de l'ordre qui violent, ou alors ils sont là mais ils sont impuissants et ils n'interviennent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens nécessaires et les équipements nécessaires pour intervenir et limiter les cas de violences sexuelles. Alors,
On trouve aussi une incidence assez importante, on l'avait déjà dit d'ailleurs, des forces de l'ordre, notamment les gens de l'armée et les gens qui viennent de la police qui violent. Et donc les chiffres, c'est quand même assez alarmant parce que ça continue. On trouve que oui, il y a peut-être une petite réduction, mais les forces de sécurité sont toujours parmi les auteurs et les plus importants des cas de violences sexuelles. Et cela jusqu'à cette année même, l'année 2019. Alors, en termes de défis, on trouve qu'il y a ces défis-là, tous ces défis. Finalement, le nombre de policiers, malgré tout, qui reste par ailleurs moins important. S'il faut comparer, par exemple, aux standards internationaux qui reconnaissent, qui suggéreraient un policier pour 350 habitants, chez nous, les ratios, c'est un policier pour 4000 habitants. Allez-y quand même comprendre cette disparité qui, du reste, est énorme. On trouve ce manque de moyens et des équipements qui permettraient à la police d'intervenir efficacement et dans la lutte contre les violences sexuelles et la mitigation des conséquences des violences sur les victimes. On a trouvé par exemple des points de police où c'est la victime qui arrive et tout simplement parce que les policiers n'ont pas assez de moyens, c'est à la victime encore qu'on redemande d'aller apporter du papier peut-être pour instruire son dossier, ou tout simplement ils n'ont pas les capacités nécessaires pour produire assez d'évidence pour prouver réellement qu'il y a eu viol. En termes de conclusion, on constate l'expérience de la RDC prouve effectivement que la réforme du secteur de la sécurité, bien qu'un aspect très important de la lutte contre les violences sexuelles, ne constitue pas en soi une panacée. Et que donc, aux problèmes locaux de sécurité, il n'y a pas que les problèmes, les solutions sécuritaires. Et donc, il y a lieu de penser à beaucoup d'autres aspects, comme la lutte contre la pauvreté, du moins l'éducation, et bien d'autres aspects comme ça, qui permettraient de lutter efficacement contre les cas de violences sexuelles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, nous sommes dans les délais, il nous reste un peu de temps, mais puisque j'ai la parole, je vais en profiter. Donc nous sommes dans le troisième pilier de l'approche holistique qui vise à finalement trouver des méthodes de réinsertion socio-économique qui sont une manière finalement de remettre l'ensemble des individus sur des activités économiques qui leur permettent en tout cas de subvenir à leurs besoins et de se développer. Et bon, les présentations jusqu'à présent n'ont pas beaucoup abordé cela, et je me dis que pouvons-nous nous faire à ce niveau-là? Bon, je crois que chacun peut apporter sa pierre à un édifice mais qui est difficile à construire, je le conçois bien, mais je vous incite à développer des projets, à déposer des projets, à les déposer auprès d'Enabel ou auprès de WBI, qui sont des organismes qui peuvent apporter des financements, pour faire en sorte qu'il y ait des activités économiques qui se développent. Personnellement, c'est un parcours du combattant, je vous l'avoue. Je subis beaucoup des échecs auprès de WBI. Il y a peut-être des représentants de WBI ici. Bon, voilà. On dépose des dossiers, ils ne sont pas toujours acceptés. Mais je suis convaincu que je finirai par arriver. Je travaille fortement en relation avec l'Université évangélique d'Afrique pour déposer des projets. On a des projets de formation en gestion, en économie, formation en entrepreneuriat, et ainsi de suite. Donc, c'est cela qu'il faut faire aussi. Par ailleurs, j'ai retrouvé un financement, je dois avouer, de la Banque nationale belge, pourquoi pas, et grâce à ça, je finance une doctorante congolaise qui aborde l'impact sociétal des écoles supérieures, des instituts supérieurs de gestion. Donc finalement, qu'est-ce que la formation supérieure peut apporter au niveau socio-économique à un pays? Et donc l'idée est de travailler sur l'ensemble des instituts supérieurs de commerce de la RDC et de montrer finalement quel est l'impact et de dire au gouvernement il serait peut-être
temps de financer l'enseignement supérieur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui en RDC, le financement ne vient pas. Il n'y a pas de financement de l'enseignement supérieur. Il y a des salaires qui sont payés pour les professeurs qui sont nommés, mais ça se limite à ça. En fait, c'est l'inverse. Ce sont les étudiants, donc les parents, qui financent le gouvernement. C'est tout à fait la situation inverse de ce que nous connaissons en Belgique. On prend un exemple très concret. Ici, nous demandons au ministre de l'Argent. Là, c'est l'inverse. Voilà. Je parle un peu durement, mais c'est une réalité. Et donc, dans le cas de cette thèse, j'espère à un moment donné pouvoir prouver, démontrer, pousser le gouvernement, et je commence à avoir des contacts avec notamment la vice-ministre de l'enseignement supérieur que j'ai rencontrée récemment, dire on peut développer des projets, et il serait peut-être temps de prendre conscience qu'investir dans l'enseignement supérieur, c'est investir dans le développement socio-économique d'une région et d'un pays. Donc voilà toutes des actions. Bon, je dois vous avouer que c'est lent, mais je vous invite tous à déposer des projets. Il faut avoir des idées, et même si c'est minime en termes d'impact, c'est toujours ça de gagner. Voilà. J'espère bien pouvoir continuer à développer, je vois Germaine qui sourit évidemment, des projets à l'UA, et pas qu'à l'UA d'ailleurs, mais pour pouvoir avancer sur ce plan. Donc je voulais signaler, parce que nous sommes quand même dans une approche holistique, et le développement économique est quand même un moteur important, et je ne parle pas que de moteur économique, je crois que la formation à tout niveau, on sait très bien que l'enseignement supérieur est probablement un investissement des plus rentables pour un pays. Et je pense que beaucoup de responsables au plus haut niveau devraient comprendre ça. Voilà, c'est un peu le message que je voulais passer ici. Donc si vous avez des idées, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux présentations? Nous avons encore quelques minutes. Oui, moi j'ai le micro ici, donc je n'ai pas besoin du portable. On va commencer par... Oui, allez-y. Question brève. C'est plutôt un partage d'expérience en 1 minute 30. Quoi. Oui. Parce que ce qui a été dit par les différents intervenants ce matin au sujet des communautés nous parle beaucoup à Médecins du Monde, parce que ça fait écho à un projet qu'on mène à Bukavu depuis le début de l'année en partenariat avec le mouvement des survivantes de viols et violences sexuelles en RDC. Donc un projet qui se déploie actuellement dans 3 communes de Bukavu et qui s'appelle Communes sans viol. Donc très brièvement, la méthodologie, c'est de créer ou de rassembler ce qu'on appelle des communautés protectrices qui vont essayer de prévenir les violences sexuelles à une échelle vraiment du quartier, de protéger les jeunes femmes et les filles, de sensibiliser, et à l'autre bout de la chaîne aussi, lorsque des personnes ont malheureusement été victimes et ressortent de Panzi, la communauté essaye de favoriser la réinsertion. Donc il y a des ponts très forts avec le projet SVS à Panzi, quoi. Et donc c'est une méthodologie tout à fait bottom-up, on pourrait dire. Hein. Donc ici, c'est la base qui essaye d'entraîner les élites. Parce que trop souvent, je trouve que l'approche au Sud Kivu, ou peut-être au Congo, on vise les élites en espérant que ça va percoler, que ça va, et ça reste souvent un catalogue de bonnes intentions. Ici, il y a 3 semaines, on a organisé un atelier qu'on a appelé la Coalition des maires, où c'est les 3 communautés protectrices qui ont convoqué les 3 bourgmestres de Bukavu ainsi que le maire, donc à une séance au cours de laquelle, publiquement et par écrit, ils ont pris certains engagements pour lutter contre l'impunité. Donc en gros, c'est tolérance zéro, quoi. Bon, cet engagement vaut ce qu'il vaut, on va suivre ça de près, hein, évidemment, mais le projet et la démarche nous semblent tout à fait porteurs, et ce qui a été dit par, en tout cas, les 3 premiers intervenants nous conforte là-dedans, quoi. Voilà. Merci. Peut-être juste 2 mots sur on n'a pas parlé des mutuelles de solidarité au Sud Kivu, qui sont aussi un mécanisme d'entraide économique pour, entre autres, les survivantes de violences sexuelles. Donc j'étais un peu étonné qu'on n'en ait pas parlé. Donc si un des intervenants, si on a le temps, un peu développer là-dessus, si on a le temps. Il y a encore des interventions ce matin dans les différents panels. Donc, Madame. Merci. Je veux remercier M. Chikuru pour son intervention, mais je voudrais quand même apporter un petit témoignage. Impunité, c'est sûr qu'il y a une impunité. Mais je suis allée, lors de l'avant-dernière mission en 2018, à l'hôpital de Cabinda,
J'ai rencontré là-bas un prisonnier qui est arrivé dans un état de délabrement terrible, malnutrition, il est d'ailleurs décédé quelques heures après. Et avec l'aide de la communauté religieuse qui gère cet hôpital, nous sommes partis quelques jours après pour nourrir les prisonniers, de même que cette année. Nous avons rencontré là une petite pièce dans laquelle étaient entassés 92 prisonniers. Le directeur de la prison m'a dit, ce sont certainement tous des jeunes, ils sont violeurs, ils sont voleurs, certains sont contre le président Kabila. Il y avait 7 tuberculeux avec eux. Ils sont nourris une fois par semaine. Entre-temps, la famille peut les nourrir, mais ne vient presque pas, parce qu'il faut payer des matabiches aux gardiens. Alors, est-ce une façon de guérir ces gens qui sont violeurs? Une question intéressante, effectivement. Oui, je vous en prie. Non, allez-y. Alors moi j'aurais une petite question pour monsieur le dernier intervenant sur la police. Donc hier, pendant une des conférences en parallèle, l'une des intervenantes nous a fait une présentation donc, sur la situation au Congo et a relaté le fait d'un groupe armé qui sévit à Kabi-Kokole et qui a pour procédure qui prévient en fait les villages en disant que voilà, ils vont arriver dans les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc les villageois ont appelé la police en leur demandant de l'aide. Et le policier en question, si j'ai bien tout suivi, donc la personne qui nous a présenté ça hier peut toujours m'interrompre, mais donc le policier en question leur a répondu qu'il ne savait pas venir. Et donc ces villageois-là ont dû partir, mais malheureusement les rebelles sont arrivés la nuit et donc les ont tous attaqués. Et ces rebelles-là, toujours si j'ai bien compris, procèdent de village en village. Donc c'est une procédure assez méthodique et assez, qui est longue et qui méthodique, quoi. Je pense que c'est le bon terme. Et donc face à ça et face à cette situation-là, comment agit la police, sachant que c'est pas juste une arrivée comme ça, c'est vraiment tout un chemin. Et donc je me dis qu'il est peut-être plus facile de les intercepter pendant ce chemin-là, sachant que c'est pas c'est pas ponctuel, quoi. Ça prend vraiment du temps et voilà. Monsieur Chikourou, vous avez une petite réponse ou... Non, je crois particulièrement que les policiers, dans le contexte de la RDC, il faut les comprendre. Je ne suis pas en train de faire l'avocat de la police, mais à leur place, peut-être je ne ferai pas le contraire. Vous êtes policier. Pour toute une ville, vous n'avez qu'un seul véhicule, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez peut-être même pas, vous ne savez pas vous déplacer, en gros. C'était le cas même pour les viols d'enfants massifs qu'on a connus il y a peu à Kavumu. On trouve les policiers qui sont alertés, et vous qui venez les alerter, c'est à eux qu'ils demandent de leur donner du carburant. Ils disent, bon voilà, mais nous voulons bien intervenir, mais donnez-nous du carburant, nous viendrons intervenir. C'est-à-dire, les réformes, on en parle, oui, mais les réformes dans le contexte de la police congolaise, je crois qu'elles sont restées trop théoriques. Et maintenant encore, c'est beaucoup plus grave, parce que tous les bailleurs, avec les problèmes avec les gouvernements congolais, en tout cas les bailleurs les plus importants, DIFID et puis tous les autres, ils se sont retirés juste avant la fin du mandat de notre chef de l'État. Et c'était eux qui finançaient les gros qui donnaient les gros des financements aux forces de sécurité de façon générale et particulièrement à la police. Et maintenant qu'ils se sont retirés, on ne sait même plus quoi faire. C'est finalement bon. En tout cas, ceux qui interviennent, c'est vraiment pour de leur propre bonne volonté. Je donne un autre cas. Au-delà même de ça, on trouve finalement que maintenant que c'est l'État qui est censé payer les policiers, maintenant que c'est l'État qui est censé fournir tous les moyens logistiques, j'ai documenté un cas à Bukavu où des commandants au sein même de la police, eux-mêmes commencent à faire des recrutements de façon clandestine.
parce que ça leur permet eux-mêmes d'abord de survivre. Parce que maintenant, là, ils vont augmenter sur les listes des gens qui ne se reconnaissent pas comme policiers. Et à Bukavu, on a identifié plus de 1000 policiers qui sont dans la police, mais recrutés de façon clandestine, qui n'ont pas été formés comme policiers, mais qui sont quand même là, qui manipulent déjà les armes. Et quand on essaie de poser la question au gouvernement, aux autorités locales, en tout cas tous ceux qui nous ont dit que ces gens seront largués dans la communauté. Et donc, allez-y comprendre que c'est un problème assez complexe. Et je suis en train de croire que la solution, en tout cas si elle sera trouvée, c'est peut-être rassembler encore tous ces acteurs qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre et organiser peut-être d'autres forums pour parvenir à faire un état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui... Parce que quand on a par exemple un policier, la règle dit un policier pour 350 habitants, mais nous avons un seul policier pour 4000 habitants. Alors allez-y comprendre quelque chose. Et que c'est un policier, ce qu'il faut encore dire, c'est que c'est un policier, c'est finalement un policier qui est affecté peut-être auprès d'un individu. Parce que finalement, tous les gros vraiment des policiers au Congo, ils sont soit dans la police de circulation routière, ou alors affectés au sein des firmes qui sont là pour les protéger. Et que finalement, on trouve que les paix qui sont là, ils ne sont pas non plus là commis à la garde des civils. Et donc, c'est tout simplement un sérieux problème. Et les chiffres que j'ai montrés d'ailleurs, c'est 48% des policiers, pour les cas d'ici de Kivu par exemple, 48% sont seulement dans la ville de Bukavu. Et que le reste des territoires, les sites Kivu, un seul territoire d'ici de Kivu, c'est beaucoup plus grand qu'un pays comme le Rwanda par exemple. Mais déjà, s'il y a cette disparité, allez-y comprendre tout simplement tout ce que ça fait comme... Je suis très d'accord avec vous que les policiers peuvent intervenir, mais comprenez les contraintes et les conditions générales dans lesquelles ils interviennent. L'escadron, par exemple, de protection de la femme et de l'enfant dont je vous ai parlé. Monsieur Chikou, merci pour votre réponse, mais merci. Vous êtes un peu long là. Donc, peut-être une question encore. Il y a plus de... Donc, madame, à mon avis, ça va être une question en anglais. Excuse me, I don't speak French. No problem. I have a more general thought, not about this question. So I very much like the holistic model of the 4 pillars. But listening to all the presentations and my own experience, I want to suggest to add an extra pillar. And that is the pillar of peace building, conflict mediation, in families and in communities. The families in the eastern part of Congo and other parts of the world, people, they live in war situations for ages. They don't know the normal way of dealing with conflicts. They only know it to do it on a violent way. And I think we should think of put an extra pillar to this model to be even more holistic. Oui, thank you for your question. Est-ce qu'il y avait un intervenant? C'était... It was a remark, not a question as such. So this is of course quite interesting as well. Germaine, oui, Germaine Foura, tu auras parlé beaucoup aujourd'hui, Germaine. Oui, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste placer un mot. Peut-être que je ne me suis même pas présentée quand j'ai fait la présentation tout à l'heure. Je suis Germaine Foura de l'Université évangélique en Afrique. Donc, je suis du domaine économique, mais en même temps, je suis la directrice du Centre d'excellence Denis Mukwege. Vous avez vu certains de nos collègues présenter tout à l'heure. Et ce que j'allais placer comme mot, c'est de dire que vous avez sans doute compris depuis 3 jours maintenant qu'il y a toute une complexité, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de thématiques qui sont vraiment à traiter. Nous avons, mon collègue Benoît et moi, tout à l'heure, présenté une situation, mais à chaque fois on se disait nous manquons de données. Ça veut dire que le champ est très vaste et le cas, il est particulier en République démocratique du Congo et particulièrement dans notre zone, que nous pensons que nous tous ici, nous nous rendons compte de cette réalité-là et que le travail, en tout cas, auquel je nous invite tous, c'est de
se souder, comme la chaire nous permet déjà de nous rencontrer dans cette approche holistique, que nous puissions... Oui, maintenant, il y a une dynamique qui se développe localement, donc c'est à travers les recherches de nous tous maintenant, mais il y a encore et encore beaucoup de questionnements et il manque des évidences, même en termes d'action, de plaidoyer, de lobbying. Nous n'avons pas d'évidence scientifique. Il y en a, mais nous ne les documentons pas. Et donc, il y a vraiment un champ vaste, et comme l'a dit le professeur Albert, j'espère que ce sera vraiment une très belle occasion maintenant de penser à des projets de collaboration qui vont nous amener à avoir des éléments pour la RDC. On y travaille, Germaine, on y travaille ensemble, voilà. Germaine ne l'a pas dit, mais elle est également diplômée de l'Université de Liège. Tu es également diplômée de l'Université de Liège, non ? Oui, bien sûr, oui, mais c'est parce que tu ne l'as pas dit. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense qu'il faut arrêter. Il est 10h56. Les séances reprennent à 11h15, 11h15. Il y a un café qui est servi à l'étage.